Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci d'être une fois de plus au rendez-vous en direct et en simultané sur les médias leaders Twi TV et Watt FM. Comme vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook, en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Je suis en compagnie des juges au siège, Geoffroy Vaha Bena Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous allons nous intéresser à deux sujets. Le premier est relatif au dialogue interreligieux au Burkina Faso avec la rupture collective du jeûne organisée par la Ligue islamique pour la paix chez le cardinal Philippe Ouedraogo. C'est un acte hautement symbolique qui mérite qu'on s'y attarde. Nous aurons le regard des jures là-dessus. Nous allons également nous intéresser à l'actualité au bord de la lagune Ébrié où des membres du collectif des victimes de la crise liée aux élections de 2011 en Côte d'Ivoire exigent l'arrestation. En tout cas, ils disent exiger l'arrestation de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé dès leur arrivée à Abidjan. En tout cas, une actualité qui relance la question du retour de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo et aussi la question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Nous aurons en tout cas le décryptage des juges, mais ça sera après les avant-propos. Et pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Juge Bougma, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Merci président. Mon avant-propos va aller à la suite de l'avant-propos que j'avais donné hier par rapport à M. Claver Yameogo qui fait dans les dessins animés et qui avait offert ses services au niveau de Burkina et qui n'avait pas eu un écho favorable alors que de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, il y avait eu un écho favorable. Je m'étais indigné parce que je pense que c'est une opportunité qu'on a et qu'on ne saisit pas. Aussi parce que dans nos services, vous avez de ces gourous-là qui bloquent tout, réfractaires au changement, et quand il y a des choses qui viennent bousculer ce qui est là, il y en a qui se sentent menacés et tout. Donc on est beaucoup plus réfractaires aux réformes et au changement, compte tenu de, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tout le monde parle qu'il faut changer, mais se changer soi-même, même dans les services, c'est très compliqué. Donc à la suite, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a même des anciens ministres qui ont cherché à savoir quand est-ce que M. Yameogo a déposé ces dossiers, parce que des gens disent, nous sommes passés dans tel ministère, mais ce dossier, on ne l'a pas vu. Donc, effectivement, il dit que c'était une belle proposition. Si on l'avait vu, on l'aurait traité effectivement autrement, mais corroborer également ce qui a été dit, mais c'était de voir, c'était effectivement à quelle période exactement. Donc, il y a un intérêt qui a été manifesté au plus haut niveau. Il y a des chefs d'établissement également qui ont été intéressés par l'offre et tout. Donc, j'ai dit, c'est intéressant parce que, quoi qu'il en soit, les lignes plus ou moins sont commencées, j'ai dit bien, à bouger. J'insiste parce qu'il faut regarder le contenu des dessins animés qui sont servis. Vous avez du temps, prenez du temps pour regarder le contenu. Qu'est-ce qui s'est dit? Quels sont les comportements? Quels sont les messages et les comportements subliminaux qui sont passés par ces dessins animés par rapport au formatage, par rapport à comment on appelle ça? Oui, au formatage des jeunes dès le bas âge. Donc il y a un nivellement qui est fait. Et à un moment donné, on aura une génération à la peau noire, mais qui pense autrement, qui réagit autrement, qui a des façons de faire autrement. Mais ce n'est rien d'autre que par l'outil, effectivement, de la télévision. Donc quand on a compris ça, on met les moyens pour s'en approprier et en faire un outil d'éducation. Et beaucoup ont partagé effectivement ça. Je tiens à leur dire merci. Je ne peux pas citer des noms, mais c'est déjà réconfortant de savoir qu'on est nombreux dans cette dynamique-là. Et donc, le Burkinabé nouveau que nous voulons ne passera aussi que par ces choses-là. Quand on regarde le comportement de certains parents d'élèves, le comportement de certains élèves, il y a effectivement lieu de s'interroger sur un certain nombre de choses. Donc, c'est ce que j'avais en avant-propos, parce que après le coup de gueule d'hier, c'est un coup de cœur que je partage ce matin. Merci, juge Bougma. À présent, nous allons écouter ce que juge va pour nous ce matin. Oui, j'ai un avant-propos, mais comme hier aussi, j'ai réagi encore à l'avant-propos de Bernard. Il a déposé ses dossiers, je pense que c'était dans toutes des années 2012, lorsqu'il venait fraîchement de sa formation en France, puis à Bruxelles, et puis préciser que le projet avec lequel, parce qu'aujourd'hui, il enseigne les dessins animés au Japon. Donc c'est quelqu'un qui tourne beaucoup et qui a beaucoup de production à son actif et qui continue de travailler. J'ai dit qu'il était il venait de boucler un dessin animé sur le prix
alternatif Yacouba pour le faire connaître auprès des jeunes générations, mais aussi à l'extérieur à travers le dessin animé, avec évidemment pas quelqu'un qu'on verra avec une peau blanche, mais plutôt quelqu'un avec une peau reconnaissable à la nôtre. Et puis le projet sur lequel il est aujourd'hui, c'est celui d'ouvrir une école de beaux-arts au Burkina. Là, c'est plus concret, comme on l'a dans beaucoup de pays de la sous-région, où tous les arts sont appris, depuis le cinéma, la danse et tout, y compris le dessin et sur lui-même animé. C'est ce gros projet-là avec lequel il vient aujourd'hui toquer à la porte, parce que en temps, c'est beaucoup doit couler, et lui a beaucoup tourné, et voilà, est-ce qu'il est aujourd'hui. Je crois que si d'aventure il y a une oreille favorable, ça serait vraiment dans ce sens-là pour ce projet qui est vraiment grand pour le Burkina, et je pense que c'est ce à quoi on est aujourd'hui. Mon avant-propos, c'est celui de la police municipale qui a procédé, c'était hier, mardi, à la saisie d'animaux et de volailles sur la voie publique, parce que cette opération, disent-ils, répond à ce qu'il y ait d'abord un arrêté, celui numéro 2020-163 COM-DAJC du 22 juillet 2020, qui porte interdiction de vente d'animaux et de volailles en dehors des marchés habitats et dans les espaces autorisés dans la commune de Ouagadougou. Donc c'est au regard donc de cette loi-là que donc la police est sortie et a fait les saisies qu'on a vues, et aussi causé l'amertume et le désarroi chez beaucoup de vendeurs, partagé d'ailleurs aussi par beaucoup d'internautes sur la toile, donc beaucoup de Ouagadougouois. Et c'est vrai que ça, il y a des photos qu'on regardait des messieurs dépités assis à même le sol, comme si le ciel leur était tombé dessus, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Mais la vérité, c'est que la plupart de ceux qui viennent là, c'est la fête. Tout le monde pensait que la fête, ça serait aujourd'hui, celle musulmane. Donc, comme à l'accoutumée, les vendeurs venant de la périphérie viennent essayer de faire des choux gras du fait de cette période-là. Donc ils viennent, ils prennent des carrefours, ils vendent leur poulet vite fait et puis ils retournent chez eux. C'est un peu ce qu'on voyait habituellement. Mais comme on le dit, la loi c'est la loi, elle doit s'appliquer. Mais même quand elle s'applique, c'est dans un contexte. Parce que quand vous dites qu'ils n'ont autre lieu que ceux qui sont réservés, il faudrait que ceux qui sont réservés là puissent les accueillir aussi, et que cela se fasse voilà, avec dans des capacités qui soient celles possibles pour eux. Et on sait très clairement que les sorties d'hier sont d'abord à contextualiser et donc sont ponctuelles. C'est des gens qu'on voit sous des arbres. Ben souvent c'est lorsqu'il y a les périodes de fête, ils viennent écouler, et la saisie de ces marchandises, de ces comment dire ça, de ce qu'on a comme volailles et autres, c'est clair que bon, c'est le travail de toute une saison, quoi. C'est le travail de toute une saison, mais on est un peu dérangé de le dire aussi, ce que la loi aussi c'est la loi. La loi aussi c'est la loi, c'est-à-dire qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait. Parce que je dis encore, la plupart des gens que vous voyez venir là, ils viennent de périphérie, hein. Ils viennent vendre leurs trucs et puis repartir. Il faut un travail de communication sur cette loi-là. Puis on dit 2020, ça dit qu'il n'y a pas si longtemps. Ça c'est un. Et puis de deux, il faut veiller à ce que les espaces prévus pour que ceux-là puissent commercer soient en capacité de les accueillir, parce que sachez qu'ils viennent en nombre. Si c'est la fête, ils viennent en nombre. Vous verrez même quand vous allez dans certains marchés d'issues de bétail qui sont, comment dire cela, qui sont dévolus à cela, vous allez voir que le marché lui-même a du mal à contenir, et les visiteurs viennent acheter et les commerçants viennent exposer. Ça, nous tous, quand on parle un peu, on voit un peu ces jours-là. Donc, il faudrait qu'on se rassure de ses capacités, et puis deuxièmement, qu'on puisse communiquer pour que, si force doit rester à la loi, ça ne donne pas des fois l'air de s'acharner sur le plus pauvre parce que lui n'a pas de moyens. On voit un peu dans Ouagadougou beaucoup d'autres comportements bien illégaux, hein, qui passent bien. Donc je veux dire que il ne faudrait pas que ça laisse ce sentiment-là. Mais j'ai dit encore, force doit laisser à la loi. Donc il faut encadrer la chose.
sensibiliser et puis se rassurer que ces personnes-là puissent vraiment aller dans ces lieux-là pour pouvoir vendre. Sinon, on verra toujours les mêmes images de personnes qui auront tout donné pour une saison, venir vendre du poulet et puis qui verront la police le leur enlever et puis qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est vrai que ça fait mal au cœur, mais la loi aussi reste la loi. Ok. Merci pour ces interpellations et ces clés de lecture, monsieur le juge. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, aussi bien à la télé qu'à la radio. Et je l'ai dit, pour cette convocation, nous allons parler de dialogue interreligieux et à la matière. Il faut dire que la Ligue islamique pour la paix et l'Église catholique ont donné l'exemple le lundi 10 mai dernier. Alors une rupture collective du jeûne a été organisée chez le cardinal Philippe Ouédraogo à l'initiative, je le disais, de la Ligue islamique pour la paix au Burkina Faso. Alors juge Bougma, quand on voit un peu l'actualité ces derniers jours concernant la mosquée de Pazani et cette autre actualité-là, on peut dire finalement qu'il y a de l'espoir. Non, mais là, en ce qui concerne la question de la mosquée de Pazani, c'est pas forcément une affaire de deux religions. Mais c'est vrai qu'il y a une extrapolation. Merci, il y a un abus, une extrapolation et un abus. Parce qu'au départ, c'est une affaire entre deux personnes se réclamant de religions différentes. En fait, le débat était transposé sur le débat religieux parce que parmi les infrastructures de l'un des protagonistes, il y a des édifices religieux. Et c'est tout. Mais à la base, c'était un projet personnel. Il dit école franco-arabe. C'est pas pour enseigner l'islam. Franco-arabe, l'arabe c'est une langue. Le français c'est une langue. Donc franco-arabe, des matières à dispenser dans la langue arabe et dans la langue française. C'est vrai que la langue de prière de l'islam c'est l'arabe, mais l'arabe reste une langue. C'est donc à l'origine un projet social, socio-éducatif. Donc franco-arabe. Mais maintenant, les établissements confessionnels mettent toujours un lieu de culte à côté. Quand c'est des chrétiens, il y a un temple, une église. Quand c'est comment on appelle ça, franco-arabe, comme c'est sur fond de religion, il y a une mosquée à côté. Mais l'objectif principal, c'est d'abord dispenser l'éducation. Mais maintenant, on allie l'éducation, donc l'instruction, à une éducation religieuse. Donc, on dit établissement confessionnel. Voilà, donc c'est d'abord ça. Mais maintenant, l'autre également, c'était pour également une école, c'est ce qui a été dit. Pour lui aussi, c'est une école. Est-ce qu'il avait prévu de déposer un temple? Ça, je ne sais pas. Parce que aussi, vous avez des établissements confessionnels où parfois il n'y a pas un lieu de culte, mais c'est confessionnel. Mais il n'y a pas un lieu de culte à côté où il y a des heures de prière où les élèves doivent quitter, aller prier forcément et venir. Donc, maintenant, ça a été extrapolé comment on appelle ça, la FAIB a acheté la bagarre de Moussa Girma et Anna Fessienne. En revanche, la FEME n'a pas acheté la bagarre de M. Ouédraogo pour en faire sa bagarre. Si la FEME aussi se mettait dans la danse, on allait avoir les deux organisations religieuses sur ce terrain. Mais ici, c'est une organisation religieuse contre un individu d'une autre organisation religieuse. Donc ce n'est pas forcément la religion qui est en conflit. Ce sont les hommes d'ailleurs qui transportent ces choses-là. Donc je préfère qu'on fasse d'abord cette clarification des choses. Maintenant, pour arriver à ce que la Ligue islamique pour la paix a fait, ce n'est pas sa première fois dans ce genre d'initiative. Il arrive que pendant le mois du jeûne de Ramadan, cette Ligue-là fasse également des dons en nature, en espèces. Beaucoup le font d'ailleurs, beaucoup d'entreprises également le font, beaucoup d'associations le font pour soutenir les jeûneurs en griffe. Ensuite, maintenant par rapport à la personne aussi du cardinal Philippe, il faut dire également qu'il y a aussi la personne qu'il ne faut pas perdre de vue. Déjà quand il était évêque à Ouaïguia, il est toujours présent à la prière le jour du Ramadan et le jour de la Tabaski, il est toujours présent. Il apporte par moments un présence, un mouton. Il vient donner un cadeau. Mais il vient, il s'arrête à la prière, la prière est finie, il sort, comme on appelle ça, il les félicite, il émet ses vœux sur place, et puis il démarre, il rentre. Il avait commencé à faire ça depuis quand il était évêque, jusqu'à ce qu'il vienne à Ouagadougou comme cardinal. Et quand il est arrivé à Ouagadougou comme cardinal, il n'a pas dérogé à cette règle. Et s'il est absent, il se fait toujours représenter pour sacrifier à ces rituels-là. Donc, c'était sa façon de faire.
qui a suivi et jusqu'à maintenant ça continue. Donc également je pense aussi il y a sa personne qu'il ne faut pas on ne peut pas détacher sa personne avec cette initiative là, mais déjà aussi c'est bien que les uns et les autres partagent un repas ensemble à l'occasion de ce mois, parce qu'on peut même jeûner pour soutenir l'autre. Il arrive que par solidarité on jeûne pour soutenir l'autre parce que bon il a un temps de jeûne, donc parce que il y a le soutien physique, il y a le soutien matériel, il y a le soutien financier, il y a le soutien, mais il y a aussi un soutien spirituel que les gens ont tendance à négliger, hein. Alors que le soutien spirituel également il existe, où je peux prier avec vous, où je peux jeûner. Vous avez jeûné pour une intention particulière, moi je jeûne pour vous soutenir dans votre intention. Là c'est un soutien spirituel également qu'on peut apporter. Et des musulmans jeûnent pour soutenir des chrétiens jeûnent parfois pour soutenir des musulmans. J'ai souvent vu ces choses-là. Donc ce n'est pas... parce que sur le plan spirituel aussi, il n'y a pas de cloison. Hein. Il n'y a pas de cloison. La religion met des cloisons, mais quand on va à un autre niveau, on rentre dans les questions de la spiritualité, en réalité, il n'y a pas de cloison. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Mais si c'est la religion, là il y a des limites, parce qu'il y a des façons de faire que vous allez dire, bon, je frappe pris vers cette direction, je ne suis pas d'accord, je frappe pris sur tel objet, je ne suis pas d'accord, Bernard a cette façon pris avec tel objet, je ne suis pas d'accord, et puis il confesse cela que nous on n'est pas d'accord, ils ont un cri de ceci, c'est cela. Ça, ce sont des éléments de la manifestation religieuse que les uns et les autres reprouvent. Maintenant, quand on remonte à l'échelle de la spiritualité, on est en connexion avec Dieu, si c'est Dieu que nous cherchons tous, et que les manifestations religieuses visent à nous rapprocher de Dieu par le lien de la spiritualité, à un moment donné, il y a beaucoup de barrières qui tombent. Et ceux qui atteignent ce niveau-là se moquent d'ailleurs de ceux qui sont accrochés à la religion, parce qu'ils sont accrochés pas forcément à l'essentiel, mais aux manifestations et aux signes religieux, qui n'est pas forcément l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est la spiritualité. Donc je pense qu'il y a cette communion-là, qui au-delà de l'aspect physique qu'on a vu, il y a aussi cette solidarité spirituelle aussi qui a été exprimée, mais sur ces questions c'est très difficile d'en parler, parce que bon, il y en a d'ailleurs qui reprouvent, qui disent qu'il ne devrait pas aller. Alors, c'est vrai que pour les initiateurs de cette rupture collective-là, c'est d'abord pour préserver la paix et puis faire la promotion du vivre ensemble. Et quand l'exemple vient d'en haut, forcément que ça impacte. Oui, c'est clair que lorsque l'exemple vient d'en haut, ça impacte. Et puis, il y a des gestes qui sont pleins de symboles. Quand vous voyez donc des figures de proue de certaines religions ensemble, et qui partagent un moment qui est celui peut-être observé par l'une des religions, pas forcément partagé par l'autre, mais qui en soutient et qui, pour le vivre ensemble et pour ce que ce soit un période qu'on soit tous en bonne intelligence, décide d'accompagner l'autre. Ça, c'est plein de symboles. Il n'y a rien à dire. Maintenant, tout à l'heure aussi, il y a la question que vous posiez, la première sur Panzani. Moi, je crois qu'il faut se dire encore certaines vérités et ne pas tout autour du pot. Il y a eu un problème entre deux personnes au départ, mais qui très vite, malicieusement, a été glissé sur un terrain religieux et qui a été, à un moment donné, celui déplacé sur une question: faut-il détruire une mosquée? Moi, je m'en vais rappeler la déclaration de la FAIB du 7 octobre 2020 sur la même question. La déclaration est la suivante. La Fédération des associations islamiques du Burkina Faso FAIB, par la présente, appelle l'ensemble des musulmans au calme et à la retenue, car la crise née de la démolition de la mosquée de Panzani a trouvé une solution. Ce n'est pas deux personnes. Ça devient une communauté qui s'est approprié le problème et qui pose celui de la destruction d'une mosquée. Il y a un glissement, notamment du sujet. Et deuxièmement, en effet, le gouvernement, après avoir fermement condamné la destruction de la mosquée, a décidé de retirer le terrain litigieux, accompagner la structure promotrice à reconstruire les salles de classe et la mosquée de Panzani. Les propos ne cachent pas du tout même un genre de triomphalisme relativement à ce qui, du point de vue de la justice, est une expropriation. Moi, je dis, il faut appeler un chat, il ne faut pas avoir tourné. Quand un exemple est celui du symbole de notre vivre ensemble, il faut le dire. Mais quand un exemple
est celui de pouvoir occasionner des risques. Entre nous, il faut aussi le dire. L'affaire Panzani a été mal gérée. Il y a probablement 2 personnes qui pensent avoir des droits sur un terrain. L'un a construit ce qu'il voulait construire. La justice a donné raison à l'autre. Ici, vous regardez, ça date d'octobre 2020 et c'est la FAIB qui dit retirer le terrain litigieux. La communication gouvernementale après, pour venir rattraper les choses, nous dit que le propriétaire a cédé. Après être passé en justice et que la justice lui ait donné raison, après que le gouvernement ait officialisé que bon, on remet ça à la FAIB, ça a été mal géré. Autant ce qu'on a vu est le symbole pour moi d'un vivre ensemble et d'exemple, autant celui de Panzani est le symbole aussi de ce qu'il faut faire attention à ne pas glisser quelquefois pour des sujets qui mettent des personnes ou quelqu'un qui a mal agi à s'arc-bouter ou à s'adosser sur une communauté pour faire valoir ou pour grossir ou glisser la chose. J'ai dit ça doit être dangereux. Et ça, il faut dénoncer. Ça, moi, je le dis ici, il faut le dénoncer. Et même quand on regarde les préceptes même de nos religions, elles n'acceptent pas cette façon de faire. Ça, il faut qu'on se dise des choses tout nettes. Donc, autant, moi, je suis d'accord de dire ici qu'il y a une leçon à tirer de ce qu'on nous donne à chaque fois quand il y a prière, par exemple, vous voyez souvent sur la place de la nation, tout le monde est là, les autres religions sont représentées. Et pareil aussi, lorsqu'il y a des moments, il y a des moments aussi qui sont ceux de ferveur chrétienne, et le monde musulman qui vient, c'est des moments de symboles, c'est le moment où on donne en tout cas le message de ce que ces religions-là ne nous donnent pas forcément dans leur téléphone de nous opposer, bien au contraire, de nous aimer. Mais quand il y a de ce type d'exemple aussi, il faut dire la vérité. Ça a été mal géré, et là il y a eu un glissement sur un autre terrain, et ça fait que le gouvernement lui-même a été pris au piège dans cela. Ça, moi je dis qu'il faut dire la vérité. Il aurait fallu trancher autrement. Il aurait fallu être plus courageux que ça. Parce que c'est un précédent qu'on a créé. Ça, je le dis très clairement. Ce n'était pas peut-être un problème de religion au départ, mais on a permis que cela se légitime sur ce terrain-là. Et on a tranché en tenant en compte cela. Et je suis d'accord quand les magistrats, par exemple, disent que le débat est devenu religieux. Parce que c'est presque le gouvernement qui l'a accepté ainsi. Je suis d'accord de le dire. Et sur cet exemple-là, ce n'est pas un bon exemple. D'accord. Voilà. Alors, les questions liées à la religion, on sait, sont très sensibles. Alors, souvent, quand on en parle, il faut prendre beaucoup de mesures et tenir compte un peu du contexte. Pour ce qui s'est passé, en tout cas, chez le cardinal, beaucoup estiment que c'est des exemples qui doivent être multipliés, surtout qu'avec le contexte sécuritaire qu'on a, ça peut être important parce que, pour certains, les terroristes ont tenté de vaguer à un moment donné, à surfer à un moment donné sur cette vague-là. Est-ce que, justement, c'est pas un signal fort et même un message dans ce cas-là, juge Bougma? Oui, ce que vous dites est vrai. Cela corrobore également ce que en 2019, le pape François avait eu à faire lors de sa visite à Abu Dhabi avec le grand imam d'Al-Azhar, où ils avaient signé un document, ils disent ne perdez pas espoir. Donc c'était avec l'imam Ahmed Al-Taïeb, donc qui est l'imam d'Al-Azhar, donc la prestigieuse institution de l'islam sunni. Donc c'est pratiquement la plus grande université également, mosquée sunnite. Donc le pape, lors de sa visite avec lui, ils ont signé ce document-là. Mais il y a aussi cette photo où les deux leaders se sont enlacés, qui a fait également le tour de la toile, et c'était beau à voir. Mais au-delà de ces gestes qui sont, je dis bien, humains, qui sont physiques, au-delà de cette solidarité spirituelle parfois exprimée, il y a aussi la sincérité des cœurs, la sincérité des acteurs qui doit prévaloir. S'il n'y a pas cette sincérité et la tolérance que l'autre soit différent et adore différemment son Dieu, et qu'au-delà de sa personne, moi je cherche Dieu, lui cherche Dieu, et que je n'ai pas besoin de prêcher contre lui pour que les âmes de mes co-religionnaires soient sauvées, on fera un grand pas en avant. Alors qu'aujourd'hui, quand vous entendez beaucoup de prêches, les prêches sont concentrés sur le péché, sont concentrés sur l'autre religion, plutôt que sur le salut de l'âme de sa propre religion. C'est
cette religion fait ceci, c'est satanique, cette religion fait ça, c'est diabolique, cette religion fait ça. On passe le temps à stigmatiser l'autre, à salir l'autre et tout, à telle enseigne que la lumière même qui est dans notre religion et qui doit permettre d'aider des gens à vivre pieusement leur religion, beaucoup de prêches religieux passent à côté. Donc on passe le temps à démonter le don. Vous voyez des fidèles d'une religion qui sont qualifiés pour démonter l'autre religion, qui connaissent les limites et tout ce qui va conduire l'autre religion en enfer. Ils connaissent ça par cœur. Il n'a même pas envie souvent de vous saluer parce qu'il n'a pas le choix. Il a un événement, ici il peut ne pas vous dire, il ne va pas vous dire parce que vous n'êtes pas ça. Vous allez venir et embrouiller son atmosphère. Mais vous regardez sur le plan social, son comportement n'a rien à voir avec quelqu'un qui rentre dans une mosquée ou dans un temple. Sur le plan social, il est tout faux. Maintenant, il a les appareils religieux. Il circule avec soit le vêtement, soit la coiffe, ou bien un objet religieux, il a les symboles, il a les signes. Quand vous le voyez, vous savez qu'il pratique telle religion. Mais sur le plan social, c'est un cas, je dis bien. Je ne parle même pas. Ça dit que vous regardez, voilà, vous ne vous retrouvez pas. Mais donc que des leaders se retrouvent également pour parler de ces choses-là, oui. Mais je vous dis même, il y en a qui réprouvent ça. Quand une année, je crois que ce soit à la fête de la Pâque ou de Noël, le grand imam de donc, la grande mosquée qui est au grand marché de la communauté musulmane est allé rendre visite au cardinal Philippe. Mais j'ai dit, ça chauffait. Il y a une frange de la communauté musulmane qui a dit qu'elle n'était pas d'accord. Et les faits sont là. Elles sont écrites, et puis ça a été vite contenu. Les gens ont dit non, attention, vous vous trompez. Certains sont allés rappeler qu'au niveau de l'islam, le prophète avait confié ces éléments à d'autres qui confessent d'autres religions, à des chrétiens pour leur sécurité et tout, pour rappeler ce passé historique-là, pour calmer les choses. Mais ça avait commencé à prendre des proportions. Donc vis-à-vis même de la tolérance par rapport à la collaboration, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, même à l'intérieur des mêmes communautés, certaines organisations, de par leur façon de faire et de par leur façon de se comporter, irritent les autres. Parce que ça perturbe l'équilibre social qui existe déjà là. Donc déjà c'est des initiatives à encourager, que les leaders acceptent de poser ces gestes-là déjà en public pour que la base effectivement puisse comprendre, mais qu'il faut également avoir le courage d'aller au-delà. Et que chacun se dise que pour mon paradis, je n'ai pas besoin de vilipender l'autre religion. C'est d'abord une relation intime entre mon Dieu et moi. Quelle est la fidélité? Est-ce que salir l'autre c'est forcément pour moi? Non. Donc alors que chaque religion a ses préceptes, c'est tout et tout et tout. Est-ce que pour le moment tu as accompli tout ça? Tu n'as même pas encore fini d'accomplir ça, mais tu as le temps pour charger l'autre religion. Je ne sais pas, jusqu'à présent, c'est des choses que je ne comprends pas. Qu'on montre qu'il y a de la limite, oui, mais passer le temps à taper dessus, alors qu'on a des âmes qu'on doit aider à sauver. Bon, et toutes les religions, toutes les religions le font parce qu'à l'intérieur, il y a des prêcheurs. Parce que la qualité aussi, c'est une religion, c'est une organisation, c'est une entreprise humaine. Et la qualité des hommes fera la qualité de la religion. Si les hommes qui y sont de mauvaise qualité, ça va être la même chose. S'ils sont de bonne qualité, ça va être la même chose. Parce que c'est le produit. Les religions étant des entreprises, je dis bien humaines, parce que ça fonctionne comme une entreprise, avec une organisation, avec un chef, avec des adeptes, avec quelqu'un qui s'occupe du patrimoine, de l'argent. Il y a des gens qui sont vachement riches. Donc il ne faut pas qu'on se voile la face, beaucoup plus des entreprises humaines. D'accord. Alors on l'a dit, il faut faire un travail pour le dialogue interreligieux, mais pour certains, il faut surtout travailler à consacrer la laïcité au Burkina Faso à travers des actes, et surtout des actes forts au niveau de l'État. Juva. Oui, vous abordez là une question qui est fondamentale, la question de la laïcité, qui est la séparation entre la société civile que nous avons et celle religieuse, et qui dans son expression, pour moi, n'est pas l'absence de religion, mais plutôt leur façon de vivre et de s'exprimer en bonne intelligence. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, parce que n'oublions pas que certaines sociétés ou dans certains États, suivez mon regard, on a conçu la laïcité comme une opposition à la religion ou à certaines religions. Et je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt l'expression, pour moi, conjuguée, saine
et en bonne intelligence de ces religions-là. Maintenant, lorsque leur expression concourt maintenant à détruire l'État, la stabilité, ça devient compliqué. C'est là où il faut faire beaucoup attention. On doit vivre à bonne intelligence, mais souvent, quand vous rentrez au fond, c'est quoi? Prenez la plupart des écrits, les livres saints, vous lisez, ce à quoi on vous ramène, c'est l'amour du prochain. Maintenant, pourquoi est-ce que le religieux crée le clivage? Ça veut dire que ce qui est enseigné, ce qui devrait être enseigné, ce qui est écrit n'est pas le problème. C'est ce qu'en font les analystes, les érudits, les religieux. Ou quelquefois, celui qui dit bon, c'est moi je vais ici, c'est moi je vais ici. C'est-à-dire à un moment donné, ce n'est plus, comme dirait Bernard Bouma, le principal qui est le salut, qui est le relationnel entre vous et Dieu, mais c'est le regard sur l'autre. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit enseigné. Donc il ne faudrait pas qu'on se le... Aujourd'hui, regardez au Burkina. Vous savez, dans beaucoup de pays, très vite, on est entré dans ces choses-là pour non seulement susciter, créer, mais accentuer des clivages. Et après, on dit, c'est temps contre temps. C'est le musulman contre le chrétien. On l'entend partout. Mais venez dans nos familles. La famille, même le père, il était chrétien, après il a viré, il est devenu musulman, il a laissé un enfant dans le christianisme, il a emporté l'autre dans l'islam. Mais ils vivent en bonne intelligence dans une même famille. Vous savez que la plupart des Burkinabés ont vu, vous entrez dans un portail, vous franchissez un portail, vous avez plusieurs maisons, et à gauche et à droite, comme on dit, c'est les bâtorium ou des choses comme ça, des cours communes. Vous ne verrez pas de coups comme le monsieur n'est pas que des musulmans là-bas. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'entrez pas ou bien. Non. C'est comme ça qu'on vit. C'est la réalité dans laquelle on est. Maintenant, quand vous rentrez dans des... Et souvent, ce qui crée les clivages, ce qui crée les oppositions, c'est des sujets, c'est des exemples, c'est des faits. C'est là où on doit être... On doit être prudent. C'est pour ça tout à l'heure, je revenais à Panzani pour dire, lorsque certains faits surviennent, faisons attention de vouloir faire des types de glissements qui nous emmènent sur un autre terrain qui devient plus sensible et dont le nœud, pour être dénoué, devient plus compliqué. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Quel que soit ce que vous avez construit sur un terrain qui ne vous appartient pas là, on sait ce qui devrait advenir. Ce n'est pas une question de religion. Donc je dis, il faut faire attention. C'est souvent sur des exemples, c'est sur des faits que des problèmes surviennent. Sinon, si vous voulez faire des débats de préceptes, des débats d'opposition, d'idéologie chrétienne, musulmane ou je ne sais pas, d'autres religions traditionnelles et autres, ça ne sera que dans l'argumentaire. Vous allez vous asseoir, l'autre va ouvrir son Coran, l'autre va ouvrir la Bible, l'autre va invoquer ses ancêtres. Mais le débat, quand vous aurez fini, ça va aller où? Mais le problème, c'est que c'est sur des exemples. Celui-là a fait ci, celui-là a fait ça, mais non, c'est pas normal. Donc c'est notre communauté c'est notre communauté qui est mal vue, c'est à nous on veut faire ceci. C'est ça le problème. Et quand on le déplace, il y a un glissement vers ces choses-là. Ça devient des communautés contre des communautés. C'est là qu'il faut faire attention. Je pense que c'est là aussi où l'État doit être très prudent. D'accord. En tout cas, merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. On l'a dit, le renforcement du dialogue interreligieux est un travail de longue haleine. L'exemple qui a été donné est à saluer, mais quand il y a des contre-exemples, il faut aussi condamner et travailler vigoureusement à ce que ça ne se répète pas. Alors nous allons continuer dans cette émission avec le deuxième sujet à relais pour la présente convocation. Nous allons à présent nous déporter du côté de la Côte d'Ivoire où le débat sur le retour de Charles Blé Goudé de Laurent Gbagbo a été relancé, je le disais en début d'émission. Une manifestation des victimes liées à la crise post-électorale ont donné de la voix. Ils estiment qu'il faut en tout cas relancer le dossier et d'aucuns même demandent l'arrestation pure et simple de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé dès leur arrivée en Côte d'Ivoire. Alors juge Bougma, est-ce que c'est une actualité qui vous surprend, notamment ce développement-là? Bon, dire que ça surprend parce que nos pays sont habitués au rebondissement, compte tenu également des manipulations politiques qui peuvent se cacher derrière certaines manifestations. Donc, je ne suis pas étonné. Pas étonné parce que Laurent Gbagbo aussi c'est un personnage qui a des supporters, mais qui a aussi des gens qui ne veulent pas le voir en peinture comme on le dit. Et chez certains c'est très marqué. Donc compte tenu
des effets de la crise. Parce que ce que Alassane aussi n'a pas réussi totalement, c'est beaucoup plus sur les questions de la réconciliation nationale. Là, il n'a pas réussi ce chantier-là. C'est pratiquement vers la fin, quand il a constaté que M. Guillaume Soro avait le langage de la réconciliation, qui dit qu'il faut qu'on se parle parce qu'aujourd'hui on peut finir, d'autres vont revenir, commencer à agir. J'en avais même fait un avant-propos. Il disait en substance ceci, lui il pense qu'il faut aller à la réconciliation parce qu'on ne va pas passer le temps aussi à se lancer des invectives et à se faire la guerre. Et il dit aujourd'hui, ils sont là, ils peuvent exhumer des dossiers, demain eux ne pourront pas être là, d'autres personnes peuvent venir et vouloir également exhumer leurs dossiers. Il dit la Côte d'Ivoire risque de rentrer effectivement dans une spirale où les nouveaux venus vont nous régler des comptes aux prédécesseurs. Donc là c'est un peu caricaturé ce qu'il avait dit. Mais bon, finalement Alassane a desserré l'étau en élargissant beaucoup de caciques du FPI comme Simon Gbagbo et compagnie et tout. Donc ça a contribué à détendre l'atmosphère. Voyez-vous, la conséquence aussi a été que pour une fois le FPI Gore puisse prendre part aux élections, prendre part aux élections législatives alors qu'il ne voulait pas. Donc il y a eu quand même des lignes qui ont bougé jusqu'à la nomination de Kakabe, des lignes qui continuent effectivement de bouger. Donc ça a contribué, je dis bien, à détendre l'atmosphère sociopolitique, mais ce n'était pas totalement suffisant. Donc maintenant, derrière, il y a aussi ces manipulations, je le dis bien. Pourquoi est-ce que ces derniers n'ont pas manifesté quand les Simone ont été élargis? Moi je m'attendais à ce que ces mêmes-là disent on n'est pas d'accord. Simone était quoi? Était vice-président du FPI. Donc ce n'est pas n'importe quel élément, Simone, attention. Elle était députée à l'Assemblée nationale, vice-présidente du FPI, en plus d'autres barons. Il y a cette réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais l'une des personnalités qui avait le discours très dur, c'était Pascal Affi-N'Guessan. Et ça, il ne faut pas perdre de vue ça. M. N'Guessan avait un discours très dur au temps fort de la crise. Lui, Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo, c'était pratiquement ce qu'on présentait comme l'aile radicale. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Mais maintenant, voilà quelqu'un, dès les premiers moments, il a été élargi, il a pu prendre part aux élections, chef de file de l'opposition de la Côte d'Ivoire, et puis il est tranquille. Ça n'a pas dérangé ceux qui manifestent. Ça ne les a pas dérangés outre mesure. Parce que quoi, il s'est rallié. Et à quelles conditions d'ailleurs? Quand le FPI a été en justice, c'est finalement lui qui a eu raison. Il dit, ben, la suite on la connaît. Donc quand la dernière crise est venue, voulant se racheter parce qu'il voyait que les lignes bougeaient, il a sauté à l'opposition avec également la conséquence qu'on connaît. Donc je pense quand même qu'il y a une dose de mauvaise foi dans cette affaire. Et ensuite, même s'il faut reprocher à Gbagbo des conséquences, des crises, des morts et tout, mais quand même, il ne s'est pas battu seul, quoi. D'accord. Gbagbo ne s'est pas battu seul. Il y a un camp. Parce qu'il ne s'est pas battu seul. Il ne s'est pas battu seul et puis des gens sont tombés. Il ne s'est pas battu seul et puis la Côte d'Ivoire est restée comme ça pendant 10 ans dans une crise. Gbagbo ne s'est pas battu seul. Pourquoi on ne réclame pas également? Pourquoi ces messieurs-là ne réclament pas de compte vis-à-vis de l'autre camp? D'accord. En tout cas, la CPI a donné son verdict. Mais avec cette dernière actualité, on se rend compte que le contentieux n'est pas vidé, juge. Oui, bon, vous savez, en la matière, il faut être souvent prudent. Vous avez la sortie, c'est vrai, des gens qui se présentent comme étant des parents de victimes ou victimes de la crise en Côte d'Ivoire. Maintenant, je me rappelle qu'il y avait une boutade de Sam l'Africain qui lui aussi était un pro-Gbagbo, fiefé d'ailleurs, qui est allé témoigner à la CPI. Il a posé la question notamment à celui qui se présentait comme le président de cette association, qu'il était le président de quelle victime. Parce que les vraies victimes, lui, les a vues à la CPI, ils sont allés témoigner. Donc, si lui, il n'y est pas allé, donc il est le président de quelle victime. Mais il y a aussi qu'avec beaucoup plus de sérieux, c'est quand même 3000 morts. C'est pas parce que sur les questions de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, Gbagbo, Laurent, Blé Goudé ont été acquittés, que ça veut dire qu'il n'y a plus 3000 morts. Ils sont bien là, c'est ces 3000 morts là. Maintenant, c'est le fait de quoi? Je pense que c'est la grande question qui était posée au niveau de la CPI. Pas que Gbagbo n'ait rien à y voir.
ou que Blé Goudé n'ait rien à y voir, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de vraiment planifié par ces derniers-là pour exterminer une frange de la population selon un critère bien précis? Je pense que c'est ce qui avait été tenté en termes de preuves apportées par Bensouda, et ça n'a pas marché. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu une situation dans laquelle les non-cités et les plus grands, c'était bien Gbagbo Laurent, et il y a un autre, c'est Alassane Ouattara. Donc, quand aussi en tant que victime, on a l'impression que on a désigné un seul bourreau, alors dans une crise dans laquelle deux personnes se sont affrontées, deux mouvements, deux courants, ça transpire aussi un genre de manipulation. Parce que je pense que pour des victimes, le plus important, c'est que les responsables de votre situation soient clairement définis, pas un camp. Donc, pour revenir à la question du retour, par exemple, de Gbagbo et de Blé Goudé voulu, contre lesquels ils s'insurgent, ça peut se comprendre en tant que victime. Parce que pour eux, c'est des personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire à un moment donné. Mais je le répète aussi, le camp Alassane y compris. Maintenant, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une autre dynamique, qui est celle de construire une paix, d'aller à une réconciliation. Mais tous les pays où on va à une paix, on décide d'aller à une réconciliation, cela ne se fait pas sans arrondir les angles. Et donc, sans faire des frustrés ou sans négociation pour l'acceptation d'oublier un certain nombre d'éléments ou de pardonner un certain nombre d'éléments. Donc ça doit se faire avec beaucoup de tact. Parce que là, on travaille sur du sensible. Je pense que c'est ça qui est important. Et donc, peut-être, pour moi, la joie qu'on présente de voir beaucoup d'Ivoiriens de se dire que Gbagbo Laurent doit rentrer, il y a peut-être une envie aussi de dire faisons attention, c'est pas tout le monde qui est forcément heureux, il y en a qui vivent ça mal dans leur chair. Ça aussi il faut le reconnaître. Maintenant je dis il peut y avoir de la manipulation, mais il y a une frange aussi de la population ivoirienne qui, lorsqu'on évoque certains noms, cela leur rappelle beaucoup de douleur. Parce que dans la réalité ou dans le construit, c'est eux qui sont responsables de ce qui leur est arrivé. Donc c'est dans cette réalité ivoirienne-là qu'on est aujourd'hui. Autant, il y en a aussi qui sont là, mais qui ne sont pas si contents de voir que l'un des responsables de ce qui est arrivé soit celui-là aussi qui soit en train de faire un troisième mandat. C'est tout ça qu'il faut arrondir comme angle. C'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Donc on peut dire manipulation peut-être, mais il y a un sentiment aussi en Côte d'Ivoire qui n'est pas celui de l'unanimité au regard des dissensions profondes qu'il y a eu, au regard de l'histoire et ses meurtrissures, et au regard de la réalité des turpitudes qu'il y a eu et des malheurs. D'accord. Alors on a vu qu'en fin mars 2021, après le verdict de la CPI, les autorités ivoiriennes ont clairement manifesté leur intention de tendre la main aux deux personnalités, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, avec cette sortie des victimes liées à la crise post-électorale de 2011, est-ce que ce n'est pas une pression qui est aujourd'hui mise sur Alassane Dramane Ouattara, les autorités ivoiriennes de façon générale, qui sont prêtes à aller vers la réconciliation nationale? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique et puis il y a l'aspect judiciaire. L'aspect judiciaire, il y a un 20 ans qui pèse sur Laurent Gbagbo. Il y a la carte de la BCAO, ça c'est l'affaire. Ça c'est l'aspect judiciaire. Maintenant, je dis bien à l'aspect politique que Alassane Ouattara également et ses éléments gèrent avec les partisans de Laurent Gbagbo au niveau du FPI. Incarné par Assoadou. Donc, je dis bien, il y a deux affaires qui concernent la même personne, pour ne pas dire les mêmes personnes. Donc, il ne faut pas, effectivement, que nous perdions de vue ça. J'ai dit il y a deux. En France, quand la juge Kéry s'est allée cueillir Soro et qu'elle n'a pas pu, elle, c'est la justice française. Mais quand Alassane s'est fâché, puis la mission de Soro a été transformée en mission, sa présence là-bas a été transformée en mission officielle par les soins d'Alassane avec un papier, avec une preuve à l'appui envoyé d'Ardar. Je dis bien c'est la police française qui a escorté Soro jusqu'à l'aéroport parce que c'est un officier, c'est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais il ne peut pas quitter sa chambre d'hôtel et puis aller comme ça à l'aéroport. Mais ça c'est le politique aussi qui a géré son dossier. C'est la même personne, non? Pour la même affaire, bon, toi tu gères l'affaire, je dis, moi je gère l'aspect politique, je colmate des brèches. Donc chacun est effectivement dans son rôle. Autant la justice ne devrait pas, parce que la justice ne devrait pas subir de pression.
en principe. Et de l'autre côté aussi, c'est pareil. Donc, maintenant, l'affaire étant une affaire, j'ai dit bien, suffisamment politique, la manipulation aussi, elle ne peut pas être loin. Parce que l'affaire est politique. C'est un combat politique qui a été enclenché des lustres. D'abord par deux verbes, des invectives. Après, il y a eu le démarquage physique. Après, les armes ont crépité. Il y a eu la fin de la guerre ouverte par les armes. Le verbal, lui, il a encore continué avec une bonne partie de démarquage physique qui est en train de finir. Donc, c'est un processus de rebondissement également en rebondissement. Donc, la réalité aussi, là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de victimes. Non, j'ai dit, mais cette même personne doit aussi avoir le courage de demander des comptes à l'autre camp. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a jugé quelqu'un pour des atrocités commises à Dieu, mais qui relèvent de l'autre camp. Mais ces personnes, depuis longtemps aussi, n'ont pas réclamé justice pour ce monsieur-là. Donc, il ne faudrait pas que ce soit... On a l'impression que c'est une affaire de ça nous arrange, ça nous arrange pas. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de victimes, non. Il y a eu des victimes, il y a même... Rien que la crise post-électorale fait 3000 morts. On ne parle même pas de ce qui a commencé depuis 2002 jusqu'à la crise post-électorale. Donc, maintenant, est-ce que ça ne donne pas une pression au pouvoir abidjanais? Oui et non. Peut-être que le pouvoir est derrière. C'est possible. C'est possible. Parce que ça peut contribuer à ce que l'autre camp aussi dise, bon voilà. Peut-être que le pouvoir n'a rien à voir, mais c'est des gens également qui, effectivement, meurtris dans leur âme, se lèvent effectivement pour... Mais si la justice ivoirienne doit aller jusqu'au bout, dès que Gbagbo descend, normalement, par rapport aux 20 ans, il doit pouvoir répondre à cela. Même si il va être mis dans les géoles, et puis après être gracié, je ne sais pas moi, mais il y a 20 ans que si la justice doit faire son travail, doit être à l'aéroport, à l'accueil. Donc ça, on n'a pas besoin de pression de quelqu'un pour le faire. Parce que la justice a été rendue. Maintenant, le reste, ça va être une autre bataille judiciaire par rapport à toutes ces choses-là. Mais naturellement, ça aussi, ça fait une pression entre griffes sur Alassane Ouattara, qui doit aussi ménager ses hommes, mais qui doit aussi ménager des parts et d'autres compte tenu de son troisième mandat controversé. D'accord. Alors les conséquences de cette crise-là, on les connaît, on parle de 3000 morts. Si on peut reconnaître à ces victimes-là cette légitimité de donner de la voix, d'aucuns se disent que le timing suscite des interrogations. Est-ce que c'est également votre lecture, juge Va? Oui, on ne peut, je dis clairement, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas possibilité de manipulation. Parce que quand vous regardez, ça transpire assez ces choses-là. Ça, au moins, il faut le dire de façon claire. Mais j'ai dit, il faut avoir aussi du respect pour ceux aussi qui, mettus dans les chairs, pensent, peut-être à tort ou à raison, que Gbagbo y est pour quelque chose. Tout comme aussi pour beaucoup, c'est vrai qu'Alassane y est pour quelque chose. Ces deux camps qui se sont affrontés, ça c'est une réalité. Je dis donc, ça ce sont des maîtrises qu'il faut respecter. Et donc, pour les personnes qui les ressentent encore, il ne faut pas se dire de go comme ça, que non, aujourd'hui, personne ne devrait être contre le retour de Gbagbo ou quoi que ce soit. Il y en a qui le vivent de la façon la plus sincère. Mais à la réalité, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il y a un monsieur qui, avec l'aide de l'extérieur, notamment la France et tout, a pu pour finir être installé dans son fauteuil. Mais pour exercer pleinement son pouvoir, il y avait quelqu'un qui était beaucoup dérangeant pour lui. C'était la présence sur le sol ivoirien de Gbagbo Laurent, qui l'a envoyé comme un colis frais à la CPI. Maintenant, le problème, c'est que le colis frais est revenu plus fort. Maintenant, il faut négocier son retour. Maintenant, quand vous négociez son retour, aujourd'hui, l'inconfort, il a changé de camp. Quand Gbagbo revient, heureusement, et jusqu'à aujourd'hui, on se dit que sûrement qu'il y a la tactique politique. Regardez même le comportement de Gbagbo depuis son acquittement. Il n'est pas dans du triomphalisme. Il n'est pas dans du triomphalisme. Contrairement à ce qu'on voyait à Abidjan, dans les rues et tout, et certains pro-Gbagbo qui voient la revanche, lui jusqu'à présent est très taiseux, mais Gbagbo aussi il est dans la stratégie. Et puis on sait que c'est quelqu'un qui transpire du politique. Il ne va pas venir s'asseoir à maman et puis c'est fini. Même si lui ne se voit pas un avenir politique, il va toujours impacter cette vie politique-là d'une façon ou d'une autre avec son parti et avec la façon stratégique de la réorganiser. Et ça, je pense que Alassane en est très conscient. Et lui, il a le malheur d'être à un troisième mandat qui d'ailleurs est controversé, donc il doit commencer à penser succession. Les successions ne se font pas de façon tranquille, c'est pas un long fleuve tranquille. Non, il faut manœuvrer fort. Il sait bien pourquoi, même après avoir désigné Ogon Coulibaly, a été obligé de faire ce qu'il a fait.
Donc il y a beaucoup d'enjeux. Et puis regardez, il n'y a pas que Gbagbo qui rentre. Il y a ceux qui sont déjà rentrés aussi, qui disent-ils, c'est pour préparer son arrivée. Il y a Damana Pikas qui était au Ghana pendant longtemps. Vous avez vu la vidéo de ses propos tenus à Yopougon il n'y a pas si longtemps. Il dit, et il ramène encore la vieille histoire, il dit en 2010, je vous dis, je vous répète, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Alors que lui vient de rentrer avec les négociations voulues par Kakabe, ministre en charge de la réconciliation nationale. Donc en même temps qu'il entre, il réveille de vieux débats qui dérangent foncièrement le camp Alassane qui est au pouvoir. Donc il y a un président même dont il remet la légitimité de la fonction aujourd'hui. Donc on revient encore sur de vieux débats. On revient sur le vieux clivage. Et ça, c'est sûr que Alassane en est conscient. Et ça, petitement, et ça il faut le dire petitement aussi, c'est qu'il y a des consultations électorales qui sont des dates immuables, qui attendent et qui viennent. Donc ça, il faut gérer toutes ces choses-là. Et ce n'est pas simple. Et vous savez très clairement que quand Gbagbo vient, c'est dans la stratégie qu'il viendra. D'accord. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture. Pardon, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette convocation. On l'a dit, cette marche organisée le 10 mai dernier en Côte d'Ivoire relance en tout cas le débat du retour de Louga Gbagbo et de Charles Blé Goudé, aussi la question de la réconciliation nationale dans son ensemble. Juge Bougma, merci. Juge Va, merci pour ces clés de lecture. On va se donner rendez-vous demain pour le même exercice, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, Truy TV et Watt FM.